Santé Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Santé Magafrique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Santé Magafrique, votre rendez-vous santé sur Ifriqiya FM. Aujourd'hui, nous allons parler d'une avancée médicale majeure, une étude récente qui a montré qu'un simple comprimé a permis de traiter avec succès des singes infectés par le virus Ebola. Une découverte qui pourrait révolutionner la lutte contre cette maladie en rendant les traitements plus accessibles et plus pratiques. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir, comme à chaque fois, le docteur Ilyes Hamouk, infectiologue. Bonjour docteur. Bonjour Samar, j'espère que tu vas bien. Bonjour docteur, je vais bien. J'aimerais bien qu'on commence par comprendre l'Ebola. Comme vous savez docteur, nous avions déjà parlé de l'Ebola, mais cette fois-ci avec cette avancée significative, on aimerait bien revenir par rappeler ce qu'est le virus Ebola et pourquoi il est si redoutable. Alors la maladie à virus Ebola, c'est une maladie qui a été découverte la première fois en 1976 dans l'actuelle République démocratique du Congo. C'est la maladie infectieuse la plus dangereuse parce qu'elle a un taux de mortalité à peu près de 40%. Donc vous imaginez, on a 4 décès pour 10 malades. Ça a été considéré comme provenant des chauves-souris, donc c'est une zoonose. C'est une maladie qui est mortelle, qui se transmet par les fluides corporels entre malades, mais surtout au contact avec les chauves-souris. C'est une fièvre hémorragique virale, donc c'est un virus qui va donner au début un syndrome pseudo-grippal, donc les symptômes qu'on connaît, fièvre, maux de tête, courbatures, etc. Puis après quelques jours, il y a l'installation ce qu'on appelle une faillite polyviscérale, c'est-à-dire une atteinte rénale, une atteinte hépatique et surtout un syndrome hémorragique, donc des saignements du nez, des vomissements avec du saignement, tout avec des crachats avec du sang, etc. C'est pour ça qu'on appelle une fièvre hémorragique virale. Ça a été, alors c'est une maladie mortelle qui a donné plus de 15 000 morts en Afrique depuis 1976. Ça a touché surtout l'Afrique centrale. Mais la dernière grosse épidémie, c'était en 2013 où ça a touché l'Afrique de l'Ouest, donc la Guinée, le Libéria, même le Mali, le Burkina Faso. Donc voilà, c'est une maladie qui revient de temps en temps par petites épidémies. Et c'est la maladie infectieuse la plus mortelle de l'histoire. D'accord. Donc, si on revient un petit peu sur l'origine et la transmission, donc le virus a été identifié pour la première fois en 1976 et est souvent lié aux chauves-souris. Donc, on a dit que c'est une zoonose et il se transmet aux humains. Mais pourquoi est-ce que ces épidémies sont-elles, ou plutôt sont si difficiles à contenir, docteur ? Oui, c'est une très bonne question. C'est une maladie africaine. Ça a commencé, enfin, on va pas dire ça a commencé, mais ça a été découvert donc en République démocratique du Congo après sûrement un contact entre les êtres humains et des animaux sauvages, notamment les chauves-souris. Et cela est dû à un changement du biotope. Vous savez, c'est comme l'histoire de la Covid-19 avec les chauves-souris et le pergola. C'est on n'est pas censé être en contact avec certains animaux sauvages, mais suite à des travaux de déforestation, à des travaux de changement climatique, urbanisation massive. D'accord. Donc on va empiéter sur on va empiéter sur le territoire de ces animaux sauvages et on aura des contacts plus fréquents, des contacts plus rapprochés, et ça va se transmettre de l'animal vers l'homme en première étape. C'est pour ça qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire une maladie d'origine animale. Et puis, comme pour la Covid-19, ça devient une maladie qui se transmet entre êtres humains. L'Ebola, malheureusement, c'est tous les fluides biologiques peuvent transmettre la maladie, donc les sueurs, le sang, le liquide de vomissement, les diarrhées, les crachats. C'est pour ça que c'est une maladie qui est redoutable. Et c'est pour ça, si vous voyez
sur les documentaires, les films, etc. Quand on traite un malade qui a l'Ebola, on porte toute la combinaison, la fameuse combinaison qui va protéger tout le corps parce que c'est une maladie qui est à la fois mortelle, mais aussi peut se transmettre par tous les fluides du corps. D'accord, donc cette nouvelle étude montre qu'un simple comprimé a pu soigner des singes infectés par Ebola. Mais que sait-on précisément de ce traitement et de son mécanisme d'action? En fait, le traitement, il s'appelle l'Obeldesivir. C'est un antiviral qui est connu, qui est relativement connu. C'est pas une nouvelle molécule. D'accord. Mais ça a été testé sur un échantillon de singes, donc c'est des macaques. Et heureusement que le résultat, il était au-delà des espérances, parce que il y a eu pratiquement 100% des singes qui ont été guéris par une simple dose de ce traitement. C'est vrai que l'expérience sur un animal et sur un être humain, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que l'échantillon des singes qui ont été soumis à cette expérience n'est pas très élevé. C'est pas encore. Mais ça nous donne quand même de l'espoir, non? Ça donne un grand espoir. Ça donne un très grand espoir parce que il faut dire la vérité, vu que c'est une maladie africaine, maladie tropicale, les grandes firmes pharmaceutiques ne participent pas, à mon goût, assez pour lutter contre ce genre de maladie. Il n'y a pas de recherche assez développée pour que ce soit un vaccin ou un médicament efficace, mais vu cette expérience, l'espoir est vraiment permis pour traiter efficacement cette maladie, je rappelle, mortelle. Et sinon, quels sont les prochains défis pour que ce médicament soit justement testé et approuvé pour une utilisation chez l'homme? En fait, première étape a été franchie. Il faudrait maintenant l'utiliser chez l'homme à grande échelle. C'est ce qu'on appelle des études à double aveugle, c'est-à-dire on va prendre un groupe d'êtres humains, on va donner ce médicament. Il y a aucun risque? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. C'est ça le. Parce que vous dites à grande échelle, un groupe, pourquoi pas une seule personne peut-être? Oui, mais c'est l'histoire de la pharmacie, c'est l'histoire de la médecine. Hein, c'est de tester des médicaments c'est ce qu'on a fait pour le vaccin contre la Covid. On va tester sur un échantillon. Un groupe, on va lui donner le traitement. Un autre groupe, on va lui donner un placebo, c'est-à-dire un médicament qui a priori n'a pas d'effet. C'est juste pour ne pas fausser l'expérience. Et on va voir est-ce que significativement il y a une réponse chez le groupe qui a été mis sous traitement, sous le vrai traitement. Si c'est le cas, donc le traitement est efficace. La deuxième question, est-ce que le traitement est sûr? Parce qu'il peut être efficace, mais donner beaucoup d'effets secondaires. Et là, on va juger l'équilibre bénéfice-effet secondaire. Donc, c'est un processus qui est assez compliqué. C'est pour ça, cette expérience, ce n'est que le début du phénomène. C'est-à-dire, c'est le début de cette guérison, peut-être. Voilà, mais bien sûr, ça donne un très bon espoir parce que ça reste un médicament qui n'est pas cher parce qu'il y a d'autres traitements. Hein. On dit un simple médicament, c'est vrai. Voilà, il y a d'autres traitements comme le sérum. Justement, docteur, à ce jour, quels sont les traitements disponibles contre l'Ebola? On aimerait bien revenir en arrière un petit peu. Et quelles sont leurs limites? En fait, le seul traitement qui est vraiment efficace, c'est de prendre le sérum, c'est-à-dire prendre le sang des personnes qui ont guéri de l'Ebola. D'accord. Déjà, ils sont pas très nombreux. Prendre leur sang et extraire les anticorps contre cette maladie. D'accord. Et les administrer pour les malades. D'accord. Alors déjà, c'est assez compliqué, c'est très coûteux. Donc, c'est pas vraiment applicable. Enfin, on peut les appliquer sur quelques malades, mais on peut pas appliquer sur une épidémie avec des milliers, des dizaines de milliers de cas. Donc, c'est pour ça que ça peut être une révolution, un médicament avec peut-être même une seule dose, comme on a réussi pour d'autres maladies, comme la bilharziose, par exemple, qui était un fléau et qu'on traite très facilement maintenant avec un seul médicament, une ou deux doses. Donc, l'espoir est vraiment permis.
D'accord. Mais contrairement à la souche Zaïre, qui a un vaccin, la souche Soudan ne dispose pas encore d'un vaccin. Pourquoi sinon cette difficulté? Quelles recherches sont en cours pour justement trouver une solution? Vous savez, c'est comme le VIH, c'est comme la Covid. Il est plus facile de synthétiser des vaccins contre les bactéries que contre les virus. Les virus, ils ont tendance à muter rapidement. Pour le VIH, c'est surtout la multiplicité antigénique. Le VIH, pourtant, c'est un problème de santé publique et on connaît ça depuis 45 ans. On n'a toujours pas de vaccin efficace et ça ne sera pas pour les prochaines années, malheureusement. Pour la Covid, pour la grippe, par exemple, on est obligé de se vacciner chaque année. Pourquoi? Parce que chaque année, il y a des souches qui mutent. Pour la Covid, on a vu que l'efficacité du vaccin a diminué avec les nouveaux variants, bêta, delta, omicron, etc. Et c'est ça le problème avec l'Ebola. Il n'y a pas un seul virus, il y a plusieurs souches d'Ebola. Il y a le Soudan, l'Ebola Soudan, l'Ebola Zaïre, c'est des souches différentes. Et il y en a qui sont plus graves que d'autres. Il y en a malheureusement qui mutent et qui empêchent la production d'un vaccin efficace. D'accord, donc l'Afrique a été durement touchée par Ebola avec plus de 15 000 décès depuis 1976. Sinon, comment cette découverte, selon vous, docteur, pourrait-elle changer la donne pour le continent? Ah oui, c'est très important. Moi, je répète, c'est malheureux que les plus grandes firmes pharmaceutiques orientent leurs recherches vers les maladies qui touchent les pays développés, comme les cancers, comme les maladies, les dégénérescences, tout ce qui est Parkinson, Alzheimer, etc. Malheureusement, les maladies comme la tuberculose, le VIH, le paludisme, qui sont des maladies qui touchent surtout l'hémisphère sud, surtout l'Afrique, ne bénéficient pas d'autant de découvertes, etc. Donc tout est à prendre quand on a une bonne nouvelle comme ça. Vous savez, 1976, c'est très vieux maintenant. Le virus a été découvert dans la ville de Yamboukou, dans le nord du Zaïre, actuellement RDC. Et on a connu des épidémies régulièrement, des petites épidémies. Vous savez très bien que l'Ebola est impliqué aussi dans tout ce qui est bioterrorisme. Il faudrait qu'on fasse une émission sur ça, ce qui est bioterrorisme. Il y a des grands labos. Pourquoi pas, oui. De grande puissance. Ils ont de grands labos où ils emmagasinent des souches d'Ebola pour éventuellement les utiliser, ce qu'on appelle comme arme biologique, ce qu'on appelle le bioterrorisme. Donc c'est une maladie qui est mortelle. L'Afrique a été le théâtre de plusieurs petites épidémies, mais quand je dis petites épidémies, si on a une épidémie de 1000 personnes, on a au moins 500 personnes qui décèdent. C'est dramatique, c'est pas comme la Covid où on a une mortalité de 1 à 3%. Là, la mortalité, elle est de 30, 40 jusqu'à 50%. C'est une maladie très grave et parfois, être malade de l'Ebola, c'est une condamnation à la mort. Donc la moindre petite nouvelle comme ça, de l'efficacité d'une certaine molécule est bon à prendre. Et j'espère aussi qu'il y aurait une solidarité scientifique, comme on a vu pour le Covid, où on a eu un déchiffrement du code génétique rapide, la production rapide de vaccins efficaces, etc. Pourquoi? Parce que ça a touché tout le monde, même les pays riches. Mais il faudrait avoir une solidarité scientifique pour aider l'Afrique à combattre ce virus et pourquoi pas avoir un vaccin efficace qui peut permettre de préserver des centaines de milliers de vies humaines. D'accord. Donc si on parle aussi de l'accessibilité des traitements, donc même en cas de validation, on va dire que c'est validé, comment s'assurer que ce traitement sera disponible et abordable pour les pays africains, on va dire les plus exposés? C'est ça le problème, parce que vous savez, une nouvelle molécule, elle est toujours relativement chère. Par exemple, là, on a découvert il y a quelques années un traitement contre l'hépatite C. L'hépatite C qui est dramatique, pas comme l'hépatite B. L'hépatite C a beaucoup de complications. Et puis l'injection, elle coûte $5 000.
Oui. Alors, C'est 5 000 dollars pour un citoyen américain ou européen, c'est très cher. Mhm. Alors, vous imaginez même pas pour un citoyen africain. Le problème, c'est que le budget santé dans les pays africains, que ce soit les pays les plus développés ou les moins développés, il est sous tension parce qu'il y a plusieurs problèmes de santé publique. Le paludisme va coûter de l'argent, le VIH va coûter de l'argent. Maintenant, même les maladies non infectieuses, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, les AVC, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, parfois, c'est une question de priorité. Mhm. Vu que l'Ebola, ça survient par petite épidémie, donc c'est pas tout le temps, peut-être ça peut être marginalisé par certains pays. Et c'est ça le problème. Donc, il faudrait, c'est ce que je dis, offrir les brevets pour diminuer le coût de ce genre de médicaments, synthétiser des génériques. Et c'est là où il faudrait avancer, et on en a parlé pour l'industrie pharmaceutique africaine. C'est vrai qu'il y a certains pays leaders actuellement, Dieu merci, comme l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, qui commencent à s'autosuffire pour les médicaments. Il faudrait que ça soit généralisé à tous les pays africains, parce qu'on ne produit pas nos propres médicaments, on est toujours dépendant des puissances mondiales. Mais ce que nous n'avions pas cité, docteur, c'est que cette avancée donc concerne bien sûr le virus Ebola, mais le virus Ebola a plusieurs types. Donc, est-ce qu'elle est spécifique à certaines souches? On ne sait pas encore. Voilà. Ça a été essayé sur les souches Soudan et ça a marché. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit ce n'est que la première étape. Il faudrait l'essayer sur d'autres souches. Voilà. C'est vrai que théoriquement, ça peut être efficace, peut-être pas à 100%, mais au moins si on peut sauver un certain pourcentage de malades. Mais on n'en est pas encore là. Il faudrait faire des recherches à grande échelle avec beaucoup de moyens pour s'assurer premièrement de l'efficacité du traitement, mais aussi de l'innocuité du traitement. Il ne faudrait pas sauver des gens de l'Ebola pour les tuer avec le médicament. Exactement. Il faudrait s'assurer ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est suivre les effets secondaires à court terme, à moyen terme, à long terme. Et moi, je suis très optimiste parce que c'est l'histoire de la médecine humaine. Je rappelle la tuberculose qui tuait des millions de personnes, et puis on a découvert plusieurs molécules. Maintenant, la tuberculose tue vraiment très peu. Maintenant, c'est ça la recherche médicale. Il faudrait du temps pour être sûr de confirmer cette découverte. Et en attendant un traitement efficace, quelles sont les mesures les plus importantes pour prévenir et contenir les épidémies justement d'Ebola, et aussi est-ce qu'il y a des perspectives aussi de développement d'un vaccin contre la souche Soudan? Alors le vaccin, il est toujours en étude. Il y a des vaccins contre certaines souches, pas la souche Soudan, mais d'autres souches, Zaïre, qui sont relativement efficaces, mais on n'a pas une efficacité qui est très satisfaisante. Mais ça c'est l'idéal. Ça c'est l'idéal, c'est le vaccin. Hein. C'est comme on a fait pour la rougeole, comme on a fait pour la variole. C'est ça. L'idéal, c'est de vacciner les zones les plus touchées, à savoir l'Afrique du Centre, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Ça c'est l'idéal. Mais ce qu'il faut faire aussi, c'est avoir un bon système d'alerte. On a la chance que l'Ebola, c'est pas une maladie endémique, c'est pas une maladie qui sévit toute l'année. C'est une maladie qui vient par épidémie, parfois chaque 2 ans, parfois chaque 5 ans. Il faut un système d'alerte, de vigilance, et un système qui soit pas propre à chaque pays. Il faudrait qu'on travaille ensemble. Il y a l'Africa CDC qui peut faire ça, c'est-à-dire avoir une collaboration régionale et même continentale pour être en veille. Comme ça, s'il y a un problème de santé qui se produit au Soudan, au moins le Congo, il est averti, il va se préparer. S'il y a un problème en Namibie, au moins l'Afrique du Sud, elle se prépare. Il faut qu'on communique entre nous, qu'on ait un système de vigilance. Et dès qu'il y a un foyer d'Ebola ou d'une autre maladie transmissible, il faut le circonscrire. C'est ça. Il faut rapidement prendre des mesures, isoler le village. Et quand je dis isoler le village, c'est pas le laisser mourir. C'est l'isoler, mais aussi ramener des vivres, ramener de l'eau potable, l'aider, ramener des médecins, mais circonscrire pour qu'il n'y ait pas une diffusion vers un autre village, puis une autre ville, puis une autre
wilaya ou qu'on appelle ça un gouvernorat, puis vers un autre pays. Et il faudrait que toutes les puissances mondiales participent, parce que les changements climatiques ne sont pas induits par l'Afrique, ils sont induits, ces changements par la pollution mondiale, parce que c'est les grands pays industrialisés qui induisent ces changements climatiques, ce réchauffement climatique. Il faudrait qu'ils passent un peu à la caisse. Et vous savez, avec le développement des moyens de transport, un cas d'Ebola qui est à Kinshasa, en 24 heures, il peut se trouver à Paris. À 48 heures, il peut se trouver à Miami. Donc, c'est la responsabilité mondiale et pas que des pays africains. Sinon, si on parle du rôle brièvement des gouvernements africains et des organisations internationales, est-ce qu'ils doivent, ou quel rôle doivent-ils jouer pour accélérer l'accès à ces nouveaux traitements? Déjà, il faut améliorer tout ce qui est règlement, tout ce qui est loi sanitaire, tout ce qui est marché, la loi des marchés, etc. Il faudrait un peu unifier sur le plan africain. C'est ça. Parce que l'idéal, c'est d'acheter africain. Et pour acheter africain, il faut produire africain. Il faut une certaine souplesse. Voilà, il faut une certaine souplesse. D'accord. Il faut acheter groupé. Ça, c'est très important. Au lieu que chaque pays africain achète de son côté, si on achète groupé, on peut bargain, on peut marchander. Voilà. On peut marchander mieux, on peut faire des économies, on peut devenir une puissance à l'instar de ce qui se fait à l'Union européenne. D'accord. On parle de normes européennes, il faut qu'il y ait des normes africaines. Et bien sûr, il ne faut pas qu'on soit que payeur. Il faut qu'il y ait un transfert de technologie. Si moi j'achète le vaccin contre l'Ebola, je dois exiger de la part de ces firmes pharmaceutiques, au bout de 5 ans, qu'il y ait un transfert de technologie, qu'il y ait des usines en Afrique, que je ne sois pas qu'un simple acheteur, mais plutôt qu'il y ait du gagnant-gagnant. Ça, je pense, c'est ce qu'il faut faire au niveau des gouvernements. D'accord. Sinon, à quelle échéance réaliste peut-on espérer voir cette pilule être utilisée pour traiter les patients? Ah, là, ça, tu me poses une colle. Est-ce que nous sommes proches d'un tournant décisif, justement, dans la lutte contre Ebola? C'est-à-dire, si je peux reformuler, ou reste-t-il encore beaucoup d'obstacles à franchir? Vous savez, il y a beaucoup d'obstacles. Premièrement, il y a des normes scientifiques. Il faut du temps pour que ça soit safe. Il faut du temps pour être sûr. Donc, c'est pas prendre à la légère. C'est pas un médicament miracle. C'est pas du charlatanisme, c'est de la science. C'est ça. Je te donne un exemple. Dans les années 50, on a créé les corticoïdes, ce qu'on appelle les stéroïdes en anglais, et on a dit à l'époque que c'était le médicament miracle. Parce que ça traitait la fièvre, ça traitait la douleur, ça traitait l'œdème, ça traitait l'allergie. Mais après, on s'est rendu compte que oui, ça traitait tout ça, mais ça peut donner de l'hypertension, ça peut donner du diabète, ça peut donner une résistance immunitaire. Donc il faudrait utiliser dans certains cas, avec certains dosages, etc. Maintenant, bien sûr, c'est un espoir, mais ça va prendre quelques années pour être sûr, est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est safe, et quelle est la dose qu'on doit utiliser chez l'adulte? Parce que vous savez, dans la pharmacodynamie, la pharmacocinétique, il faut... les doses, c'est mathématique. Si la dose est faible, c'est pas efficace. Si la dose est trop forte, c'est toxique. D'accord. Donc, ça prend du temps pour fixer les bonnes doses chez l'adulte, chez l'enfant, chez la femme enceinte. Est-ce que ça on peut utiliser chez la femme enceinte? Est-ce que ça donne pas des malformations, etc. C'est ça. Donc, ça va prendre quelques années. Voilà. Mais maintenant, s'il y a un appui des gouvernements africains et de la communauté scientifique mondiale, on peut accélérer le processus. D'accord. Merci, docteur Ilyes Khamouk, pour vos éclairages précieux. Cette avancée scientifique suscite de l'espoir, mais comme toujours, la prudence est de mise avant une application à grande échelle. Santé Mag Afrique continue de suivre de près les évolutions médicales qui concernent l'Afrique et le monde. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. À très bientôt sur FRI.